bienvenue dans le 56cast numéro 66. Quand ça sera le numéro 666, on s'inquiétera, mais pour l'instant c'est vachement bien. Excusez-moi. Cette semaine, nous parlerons de Quant et de Quant Junior, les moteurs de recherche français, avec Eric Léandri, bonjour. Bonjour. Qui est directeur général et cofondateur de Quant. Et Erwan Cario, bonjour. Hey. C'est trop cool quand t'es là. N'est-ce pas C'est loin ici maintenant, mais bon, fait l'effort. Non, mais nos lives, ils ont déménagé, tout ça, c'est... Ouais, moi je galère vachement. Pour venir, là, c'est... Ouais, je me demande est-ce que ça vaut encore le coup. Mais finalement, on est là, voilà. Finalement, on est là, donc autant qu'on cause. Autant qu'on cause. Quant, ça a commencé en... Tu dis pas la suite du programme ? C'est quoi la suite du programme? Ah si, il faut que j'annonce de quoi on va parler. Ah oui. Oui, parce qu'on va parler de Quant, on va aussi parler de la neige à New York. Non, c'est une blague. Et on va parler des animaux connectés. Ça, c'est une super enquête que j'avais faite sur tous les objets connectés qu'on invente pour les animaux. Et non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Vous verrez. Ouais, on verra. Donc Quant, c'est sorti en 2013. Ouais. C'était quoi l'idée? L'idée, c'est toujours la même, hein, c'est de faire un moteur de recherche ici en Europe, de ramener un index en Europe, et puis de le faire progresser petit à petit, mais vraiment faire du B2C. Alors, d'habitude, Business to consumer. Voilà, enfin, en tout cas pour les gens, voilà. pour le grand public en général, et pas simplement notre activité traditionnelle qui consiste à faire des moteurs de recherche à l'intérieur de grands sites ou d'autres choses, de la sécurité ou autre chose pour des grandes banques ou pour des grands. Alors, généralement, un index en Europe, c'est toujours des grands projets annoncés par des grands ministres, avec des grandes subventions européennes, et généralement qui ne donnent rien au bout de 10 ans. Et donc, on a inversé le truc. Voilà. On s'est dit, tiens, on va mettre 3 millions de notre propre argent. Comme ça, au moins, celui-là, on aura un peu peur de le perdre. Et avec, évidemment, des investisseurs d'un premier étage avec Jean-Manuel Rozan qui a amené... pas mal d'argent sur la table, puis a amené des friends and family, et puis nous aussi. Donc on a amené de la techno, de l'argent, et on a mis tout ça dans une seule boîte. Quant, sans aide à ce moment-là du tout. Et puis derrière, on a lancé en février, puis en juillet en réalité, parce que la version de février, c'était un truc un peu catastrophique, monté en 3.3 parce que le président passait à la télé. Donc voilà. Et le 4 juillet, on a lancé la vraie version de Quant avec un vrai logo, avec tout un tas de trucs. Et depuis le 4 juillet, ensuite on a lancé en Allemagne. Et là, c'est Axel Springer qui est venu remettre encore des millions autour de la table. Mais pareil, Axel Springer, c'est un groupe privé qui aujourd'hui est se loger au féminin et tout un tas d'autres. Et donc là aussi, c'était encore de l'argent privé. Et ce qui est intéressant, vu que c'est de l'argent privé, on suppose, c'est que vous avez pensé en 2013, et c'est pas évident comme ça pour tout le monde, vous avez pensé qu'il y avait un marché. C'était en 2011 en fait. En 2011, au moment de se lancer, vous pensiez qu'il y avait un marché pour un moteur de recherche. Parce que je parlais justement des projets un peu européens, politiques entre guillemets, qui eux sont financés sur l'argent public, donc et ça donne pas grand chose. Pour le coup, enfin, je sais plus c'était quoi le nom de leur. Quaero, voilà, c'est ça. Ce matin, ils ont encore confondu Quaero et Quant sur France Info. On va éviter. Ça fait plaisir. Oui, non, parce que nous, on n'a pas touché 250 millions, hein, donc on met juste. Et donc, mais vous avez pensé en 2011 qu'il y avait une place pour un moteur de recherche qui ne soit pas évidemment Google, mais qui ne soit pas Bing et qui ne soit pas, il y en a d'autres, je ne sais plus, Yahoo, à la limite ça servait un peu. Yandex plutôt, Baidu, ça c'est des moteurs. Ouais. Il y avait un marché, il y avait une... Juste 2009-2010, quand Larry Page arrive à la tête de Google, il dit quelque chose qui est passé à côté pour beaucoup de gens, mais pas forcément chez nous. Il dit, voilà, Google c'est plus un moteur de recherche, c'est un univers. Et si on revient sur les univers rapidement, Internet, c'est la somme de tous les univers, c'est l'interconnexion de tous les networks. Donc si vous commencez à dire, voilà, le mien c'est celui-là, l'autre, le tout bleu, c'est celui-là, il appartient au mec tout bleu, et puis ensuite vous faites un petit univers de petits oiseaux bleu ciel, et ainsi de suite, et à la fin vous avez orange, vous voyez. Et donc l'ensemble, c'est Internet. Si on déconnecte les univers de l'Internet, on n'a plus Internet. Donc jusqu'à présent, c'est très simple, il l'a prouvé juste après, il a lancé Google+, il n'a pas indexé le web social, il s'est arrêté d'indexer une partie de l'Internet qui était sociale, et il a commencé à créer des verticaux. Je sais pas, il y a quelques plateformes de vidéos qui ont disparu pour que YouTube arrive en premier. Il y a du shopping qui a débarqué en verticalisation. Il y a Google Travel qui suit. Donc en gros, il s'est créé ces plateformes, ces univers et ses concurrents à ce qu'il présentait en premier. Puisqu'avant, Google, c'était la Suisse de l'Internet. Vous aviez, si vous n'étiez pas sur GG, vous étiez nulle part. Exactement. Dans Beevil, la Suisse de l'Internet, moteur neutre. Bon, on connaît. Hein. De toute façon, on a repris à peu près tout. Sauf peut-être Don't Be Evil, parce que nous, on trouvait que c'était marrant de le dire, mais on a trouvé meilleur de l'appliquer. Mais bon,
Ça, c'était l'idée. Et donc, faire du neutre, ramener un index en Europe, ne pas traquer les gens, ne pas s'occuper de qui cherche, mais plutôt juste de donner les résultats de la recherche, rajouter le réseau social, rajouter tout le monde et donner les résultats globaux. C'était l'idée au début, puisque si on ferme, de toute façon, si Internet se ferme, c'est l'enfer pour tout le monde. C'est l'enfer pour nous, mais c'est l'enfer pour vous tous. Donc pour nous, on veut ouvrir, et j'aimais beaucoup les histoires de tout ce qui est common content et autres. C'est vraiment important aujourd'hui, c'est vraiment important d'ouvrir, c'est vraiment important de partager, c'est vraiment important de faire tout ça. Donc sur Pointe, il y a l'onglet actualité, vidéo, images, mais il y a aussi l'onglet social. Exactement. On n'a plus. Exactement. Et on est en train de l'augmenter avec tout un tas de choses. Parce que social, chez nous, c'est pas seulement Facebook, Twitter. C'est aussi le ranking. Quand vous faites des articles dans l'IB ou autre, vous avez des commentaires. Plus il y a de commentaires, plus on sait que l'article a été bon ou repensé. Et ça aussi fait partie du social qui donne des points. Plus il y a de fachos qui commentent. Mais ça... Vous savez, alors, tout est relatif dans la vie. À partir du moment où on laisse ouvert les commentaires, on a droit à un peu tout. On peut obtenir ça, on peut obtenir des commentaires importants. Et le truc intéressant sur les commentaires, c'est que vous passez votre temps à les ranker. À la fin de la journée, vous finissez par trouver des gens qui sont intéressants, qui reviennent souvent. Et puis ceux qui sont moins intéressants et qui sont d'ailleurs souvent sur d'autres plateformes. Et sur les sites d'actualité, c'est pas un peu en perte de vitesse les commentaires par rapport à la discussion se fait de plus en plus maintenant sur les réseaux sociaux directement plutôt que sur les articles. C'est un peu la même chose non parce que repasser ça sur un réseau social et continuer le commentaire sur un réseau social en mettant le lien vers l'article, c'est aussi continuer à enrichir la partie comment. Donc il faut tout mixer. C'est pour ça qu'on appelle ça YouRank en fait. Okay. Vous rankez mais pas en cherchant chez nous sur Internet. Et donc juillet 2013 lancement officiel. Oui, 4 juillet, jour de l'indépendance. 4 juillet 2013 lancement officiel. Au début, c'était un peu compliqué pour vous parce que vous aviez pas encore votre propre technologie de moteur et en fait on avait déjà tout ça mais les crawlers n'étaient pas encore partis en février. En juillet, il y avait déjà les crawlers qui étaient là, les petits robots qui indexer les pages. Et c'est vrai que pour les observateurs extérieurs, c'était toujours un peu compliqué de se dire voilà le nouveau moteur de recherche parce que évidemment quand vous vous lancez, vous avez la nécessité, l'impérieuse nécessité d'avoir tout le web chez vous. Et donc, oui, ça c'est très européen. Ça c'est génial en Europe. J'adore ça. Ça m'a toujours fait sourire. En Europe, ce qu'on aime, c'est il faut partir évidemment avec la baie et le couteau. Et évidemment, le premier jour, il faut tout avoir. Ça, c'est génial. D'ailleurs, Pinterest, il a fait pareil. Quand il a démarré Pinterest, le truc qui a toutes les images de toutes les marques, les 3/4 européennes d'ailleurs, quand il a commencé, il les avait toutes. Il avait aussi tous les gens qui les commentaient. C'est connu. C'est comme ça qu'ils démarrent, les Américains. Ils démarrent, ils ont tout. Ils ouvrent, pouf, ils ont tout. Et non, ils n'ont pas tout. Donc, résultat, au début, ils achètent. Ils en mettent un peu partout. Ils commencent à commenter. Ils envoient leur crawler et ils augmentent tout ça. Et à la fin, on commande derrière. Voilà, ça, c'est les Américains. Donc, soit on comprend comment ils font, on fait pareil et on applique et on fait des produits B2C. Soit on fait comme on sait faire nous, avec B et le couteau. On démarre, on a tout. Et il n'y a pas de problème. Donc, Quero, vous avez d'autres exemples? Non. Bon. Donc, résultat, c'est l'inverse. Il faut savoir d'abord utiliser les choses des autres. En plus, c'est drôle. Vous nous avez dit ça, d'autres nous ont dit ça, mais en même temps, tout le monde nous parle de DuckDuckGo toute la journée. Relisez ce qui a marqué sur les conditions générales de DuckDuck. Au moins, c'est clair. Alors, ils vous traquent pas, mais sur les serveurs d'Amazon. Ils vous traquent pas dans la recherche, mais nous, on est sur nos propres serveurs. Nous, on vous garantit que l'IP, elle est découpée dès l'arrivée sur le firewall. Et puis, derrière ça, DuckDuck le dit clairement, voilà, il utilise ça, ça et ça, il ne fait rien d'autre, et point. Donc, quand on dit que DuckDuck c'est un moteur, et nous, on met un moteur, là, vous avez nos crawlers toute la journée partout sur les réseaux sociaux, même à l'époque. Mais vous m'avez pas laissé du tout finir ma question en même temps. Non, mais je sens qu'il y a un truc là. Je vous disais juste que j'aimerais qu'en Europe, on arrête de se prendre la tête sur des choses qui, au final, vont terminer exactement comme les Américains. Regardons ce que font les autres. Appliquez-les tous, parce qu'il nous faut plein de produits B2C. Bien sûr, bien sûr. Mais donc, vous êtes lancé en juillet, il y avait ces résultats complémentaires que vous preniez chez Bing, mais ça c'était machin. Et ceci dit maintenant, et c'est là où c'est formidable, c'est que vous avez commencé à crawler à cette époque-là, en février, donc à lancer, à indexer cet Internet. Et de plus en plus, vous avez vos propres résultats, vous avez votre propre moteur, votre propre technologie qui marche, et donc qui aboutit aujourd'hui à avoir une véritable indexation. Exactement. Et même de gros engagements sur la vie privée. Et de très gros engagements sur la vie privée. C'est même pas de gros engagements, c'est le nerf global de tout, puisque dès le début, on voulait que ce soit garanti que vous ne soyez pas traqué du tout. Et la deuxième chose qu'on voulait absolument, c'est être neutre sur les résultats. Donc, ces deux choses-là, pour aller au bout, on a même réussi à avoir un partenaire comme Axel Springer qui est venu mettre des millions d'euros en disant que si on ne respectait pas ça, il s'en allait.
Donc on a fait l'inverse, on a pris que des gens qui venaient en acceptant ça, on a pris que des gens qui sont venus en acceptant de mettre de l'argent sur l'idée de on vous traquera pas. Et c'était pas la mode pendant 5 Donc ans. la neutralité des résultats, c'est par rapport à, par exemple sur Google, je sais que les sites que je consulte les plus souvent ont tendance à plus remonter pour s'adapter à mes goûts à moi, ce qui m'empêche de découvrir autre chose. C'est un peu ça. C'est là-dessus. Là où c'est drôle, c'est qu'en réalité, c'est vrai que vos sites remontent un peu plus, mais on parle de 3 à 4% de différence. Ouais. Ce qui remonte super bien, c'est la pub. Ah bah, Nickel. Voilà. Et donc, si on parle des sites, vous aurez ces 3-4%. Donc, nous, on a trouvé l'idée de vous rajouter les colonnes d'actualité sur le côté, le web et le social en même temps pour que vous fassiez quelque chose de marrant. L'esprit humain, il y a encore un truc qu'on arrive à faire plus vite que l'ordinateur, c'est choisir. Quand vous avez tout devant vous, en une centième de seconde, vous savez si c'est vous, c'est votre photo, c'est votre ami, c'est une info, c'est Libé. Bon, hop, en 3 secondes, vous savez vous êtes allé. Et donc, vous pouvez cliquer dessus. À l'inverse, un ordinateur, faire un choix, c'est nous qui faisons les choix derrière des algos. Donc, quand vous faites les choix derrière des algos, vous choisissez ce que vous voulez mettre en avant. Mais là où ça marche vraiment bien, les choix d'algos, sur la publicité. Parce que je sais ce que vous recherchez, je sais que vous allez l'acheter, je sais que vous êtes plutôt ici ou là, ça marche très bien. Et donc, en ne récoltant pas les données personnelles, arrive la question, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le moteur. Certains appellent ça le pétrole, certains appellent ça tout ce que vous voulez du web. C'est grosso modo ce qui ramène du pognon. Que ce soit la donnée personnelle, c'est encore autre chose. Oui. La data. Et du coup, votre modèle économique. Alors moi, j'ai 4 pétas de data tous les jours, de crawl, de récupération, et dans lequel je travaille toute la journée. Donc en big data, on en fait toute la journée, on fait du très gros. Et donc, résultat, on travaille là-dessus, on fait du deep learning, du machine learning, de l'intelligence artificielle, plein de choses, sauf sur vous. Voilà. Je fais pas ça sur vos informations, je fais pas ça sur ce que vous recherchez. Vous en tant qu'utilisateur unique. Maintenant, je le fais sur la masse des requêtes, sans savoir qui les a fait et où. Et sur la masse des sites et la masse des infos. Donc, au niveau big data, on en a énormément. Et vous pouvez créer des tas de choses. On vient de lancer un produit qui s'appelle HP Lounge, avec Hewlett-Packard, Universal Music. C'est aujourd'hui disponible sur le Windows Store. Vous pouvez le downloader. Vous avez 22 000 artistes Universal gratuitement. Vous pouvez écouter les musiques, regarder les vidéos, regarder leurs tweets et leurs trucs. Bah, c'est nos data qu'Universal utilise. D'accord. Et l'actualité quand même de Quant. L'actualité, c'est Quant Junior. Oui, lancé en décembre. Décembre 2015. Donc c'est tout neuf. Oui. C'est pour les enfants. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi la différence avec un moteur classique? On a fait une liste noire qui s'occupe évidemment de tout ce qui est contenu adulte. Et puis, on y a rajouté la contenu violent. Parce qu'aujourd'hui, on a un petit problème, nous tous, malheureusement. On vit dans un univers qui est en train de changer. Et même quand vous tapiez Paris au mois de décembre, c'était pas génial, les images. Et c'est encore pareil aujourd'hui pour tout un tas de coins du monde. Donc, avant, taper un pays africain, ça vous montrait des jolies plages ou le pays global ou les animaux. Aujourd'hui, on est loin de tout ça, malheureusement. Donc, résultat, on s'est occupé de l'adulte et de la violence. On a crawlé le web. On est parti de l'Université de Toulouse qui avait 1,8 million de sites indexés pour une liste noire. Et aujourd'hui, on en a plus de 4,5 millions. Donc, ça grandit. On a travaillé beaucoup avec l'éducation nationale pour mettre en place tout ça. L'idée, c'est de donner aux enfants l'accès à l'Internet. Je rentre du CES. Au CES, on a vu beaucoup de monde qui font des tablettes, qui créent des tablettes aux US pour les enfants. CES, c'est le Consumer Electronics Show à Las Vegas. Exactement. Et donc, vous aviez tout un tas de tablettes pour enfants. Ils ont trouvé un truc très simple aux US pour qu'il n'y ait pas de problème sur la recherche sur Internet. Voilà, ils ont enlevé Internet des tablettes pour enfants. Donc c'est pratique. Sûr. Oui. C'est pratique. Et donc, ils vont sur votre iPhone, Android, iPad pour faire la recherche d'enfants. Voilà. Ouais. Donc, résultat, c'est pratique, mais c'est voilà. Et donc, on s'est dit, tiens, on va s'occuper de cette liste noire, et puis derrière, on va y mettre une liste blanche. On a fait une liste blanche éducation, on a pris tous les sites les plus intéressants proposés par l'éducation nationale, par les professeurs, par tout le monde, on les crawl. Et quand vous faites mathématiques CP dans liste blanche, vous avez mon niveau 1 plus 1, 2. Et là, c'est bon, et on vous explique pourquoi l'addition, ça marche, ou c'est quoi un chiffre, 0, 1, 2, 3, 4. Et donc, c'est exactement ça. L'idée, c'est que vous allez retrouver des résultats qui, cette fois, sont vraiment liés à l'éducation des enfants de 6 à 13 ans. J'ai juste un petit extrait vidéo de la pub que je trouvais super mignonne pour Quant Junior.
Sur quoi vous vous basez pour filtrer justement les contenus violents ou pas? Alors les contenus violents, ça va être un peu de sémantique évidemment autour. Ça va être aussi sur les photos de la reconnaissance d'image avec des technos du CNRS. Ça va être aussi des liens avec... et puis, comme la technologie, ça marche pas totalement, et même pas forcément à 100%. D'ailleurs, il y a personne qui sait faire du 100%, y compris les gros, dont tout le monde nous rabâche toute la journée que c'est le mieux. Donc, résultat, ce qu'on a fait, on s'est mis à faire du collaboratif. Et les professeurs, aujourd'hui, peuvent cliquer sur quelque chose qui serait passé par nos filtres et nous le renvoyer pour réétude. Alors, ça va repasser de nouveau dans les filtres automatiques, et puis ça peut terminer chez l'humain quand le pourcentage automatique semble compliqué. Donc, c'est vraiment et de la techno, et du sémantique, mais aussi du collaboratif. Et l'humain, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Il y a il semble, en tout cas, quand j'ai été sur Quant Junior, il y a une éditorialisation aussi de la page d'accueil. Exactement, on travaille avec des gens comme Guy Junior, avec d'autres, pour éditorialiser une petite page d'accueil, mais seulement sur Quant Junior à la maison. Oui. Sur junior.quant.com à l'école, il n'y a même pas ça. Il y a deux versions, c'est ça ? Exactement. Sur celle à l'école, le ministère a vraiment insisté, ils ont entièrement raison, pour qu'il n'y ait strictement rien, parce que la petite éditorialisation peut amener sur un jeu ou sur des choses qui sont pas adaptées à l'école. Donc à l'école, c'est vraiment le moteur pur. Et à la maison, vous avez ce type d'éditorialisation. Vous pouvez créer vos carnets. En fait, il y a des suggestions, la vidéo du jour, le déplacement des rennes en Norvège. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur Internet, que vous n'avez pas forcément récupéré, et c'est entre de l'automatique et de la validation humaine. Et donc l'idée globale, c'est d'amener aux enfants des tas de choses qui sont sur Internet qu'ils n'auraient pas forcément pensé à chercher ou trouver dès le début. Et la question, alors peut-être, c'est ce partenariat avec l'Éducation nationale, c'est un partenariat, vous avez signé un partenariat avec toute l'Éducation nationale, c'est comment vous êtes le moteur officiel de l'Éducation nationale? Je sais pas. Alors bon, le truc intéressant aujourd'hui, c'est que des moteurs de recherche pour enfants, vous en connaissez peut-être un autre, mais moi pas vraiment. Donc résultat de l'histoire, on a ce produit-là pour les 6-13 ans disponible, on l'a proposé à l'Éducation nationale, ils l'ont proposé eux au niveau des professeurs, mais chaque professeur choisit, tout le monde fait ses choix. Si vous voulez, vous pouvez le mettre, sinon voilà, mais il est prêt, et la version pour l'Éducation nationale, alors on parlait de vie privée tout à l'heure, déjà je ne prends rien sur les adultes, vous imaginez sur les enfants, donc c'est encore pire, on veut même pas ni un mail, ni un lien, ni rien qui nous rapproche de l'enfant, donc on a vraiment tout fait pour que ce soit parfaitement sécurisé pour les professeurs, à eux de gérer, à eux de voir, ils l'installent, c'est partout, c'est gratuit, et la concurrence c'est un clic. Effectivement. Et justement, 3 ans, là on arrive à 3 ans, dans quelques semaines, à 3 ans après le lancement. C'en est où, Quant? Quant, ça se passe plutôt très bien. On est en train d'avoir des croissances vraiment très bonnes. On avait un business plan avec des croissances à 5% ou 8% par mois. Donc c'est déjà pas mal, 5 ou 8% par mois. Beaucoup de gens aimeraient avoir ça. Surtout l'Europe en ce moment. Mais bon, allez, nous ça s'est passé plutôt bien, sauf qu'on s'est trompé. On a fait tout faux sur nos business plans. Là, en ce moment, on fait entre 5 et 15% par semaine de croissance. Et puis des fois, du 20 à 30% de croissance dans le nombre de requêtes. Donc on a de plus en plus de monde et de plus en plus de monde qui cherche de plus en plus sur Quant. Donc on est très content. Maintenant, on va lancer dans d'autres pays, Italie, Espagne, Angleterre, Benelux. Donc les lancements suivent. Est-ce que vous n'êtes pas l'équivalent du marché bio pour l'alimentation? C'est gentil, mais c'est... Ça restera dans les annales du non, mais pour moi, il y a ça. C'est-à-dire que il y a le marché normal qui existe quand on se pose pas la question. Et à partir du moment où on se pose la question de qu'est-ce que la recherche, j'ai envie d'avoir une recherche bio finalement. Est-ce que vous avez quand même cette envie d'approcher tout le monde? Je sais pas, moi, quand je vois que dans le marché bio, il y a Carrefour et les autres qui s'y sont tous mis et qui ont tous ouvert des supermarchés. Après tout, le bio, c'était peut-être pas si bête. Moi, je me rappelle encore il y a quelques années où tout le monde nous expliquait que c'était impossible, c'était tout petit, c'était une niche, c'était au marché, fallait se lever tôt, fallait trouver le petit producteur bio. C'est plus du tout le cas. Alors après, il y a bio et bio. Donc maintenant, si on revient sur l'histoire du marché bio, je préférerais qu'on soit vraiment le marché équitable, propre, éthique, plutôt que le marché bio qui me convient pas trop. Donc oui, malheureusement, voilà. Donc on va rester sur cette histoire de niche. On va avancer, on va grandir. On aimerait bien que notre niche fasse entre 5 et 10% du marché. Et après, franchement, moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens réfléchissent, les gens se mettent à penser à tout, les gens parlent des lois, les gens écoutent ce qui se passe aussi et puis en plus, elles deviennent participatives. Donc je sais pas prédire l'avenir,
Je suis pas encore bon à ce genre de truc, mais ce que je rigolo, vois, on se plante toujours. ce que je vois, c'est que les ados, les adultes, les grands, les moyens, ils ont tous envie aujourd'hui d'apprendre, de savoir de plus en plus. Et je vais vous dire un truc, la seule chose qui m'intéresse moi, c'est que tout le monde dise les choses qu'ils font aujourd'hui. Parce que quand moi je dis que je ne vous traque pas, voilà, il y a 2 pages. Vous avez qu'à les lire, c'est assez facile, c'est 2 pages, c'est tout petit, allez-y, vous allez voir, on va tout vous expliquer. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est que, au lieu d'avoir 650 pages chez les voisins, ils fassent 3 pages en disant, voilà, il y a 650 pages, je vous fais un résumé, ça prend 3 secondes, voilà, on prend tout ça, on les met partout, on revend tout, et ça sert aussi pour gérer l'ADN avec telle autre filiale, ou pour vous retrouver quand vous descendez ou vous montez dans un avion. Donc, une fois que tout le monde sait tout, les gens décident. Et après, est-ce qu'on est sur le marché bio, ou simplement est-ce qu'on fait un bon petit moteur de recherche qui fonctionne, qui vous trouve des choses? Bon, on va prendre la 2e place, hein, pour l'instant. Merci. Ok. Merci Eric Léandri donc de contre le marché bio et équitable du moteur de recherche. J'adore si ça. on prend tous les gens qui mangent bio aujourd'hui, je vais vous dire, on a dépassé les 10% de Oui. voilà. Mais oui, non, mais... Maintenant, si on prend ceux qui font bio, équitable et qui font attention, ça reste encore un peu petit. C'est un peu ce qu'on a aujourd'hui. Comme quoi ça colle. Hein. Donc je trouve que la transition est parfaite pour une séance de ski à New York. Enfin, je sais pas vous, mais... Transition. il a beaucoup neigé à New York. Donc, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. voilà, c'est une vidéo de Kazen Nistat et à la fin ils se font poursuivre par les flics, c'est le meilleur moment. Donc tu l'as pas mis. Bah non, mais je peux pas tout mettre. Et donc les animaux connectés, on va dire que c'est de l'actu parce que c'est pas vraiment un potager du web. Ouais. C'est l'actu parce que les premiers objets pour animaux connectés, ils dataient il y a plusieurs années, mais maintenant tout le monde s'y met. Il y a vraiment toutes les marques qui s'y mettent et alors sur Kickstarter, c'est la folie furieuse. Donc c'est vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment. Moi, je suis allée au salon Animal Expo qui était au Parc Floral, c'était à la fin de l'année 2015, et il y en avait partout dans les couloirs. Il y avait des espèces de petits robots qui faisaient un laser automatique par terre, gauche droite, et c'est censé te permettre de laisser ton chat tout seul jouer pendant la journée. Voilà, donc toi, t'es pas là pour t'occuper de lui. Alors le truc était un peu débile parce qu'il faisait juste des allers-retours, mais il y en a qui ont des trucs vachement plus sophistiqués que j'ai classés en 4 catégories. On va essayer d'aller vite. La première catégorie, c'est la surveillance. Ça a commencé, je dirais, en France avec une marque qui s'appelle Animal, ou Animal, selon si on a envie de le prononcer bien ou pas, qui a fait une webcam qu'on accroche au cou des chats. Alors on en avait pas mal parlé à l'époque parce qu'ils avaient sorti un clip rigolo sur YouTube. C'est le fondateur donc de Animal qui s'appelle Pablo Texera, que j'ai rencontré, qui m'a raconté que son chat, qui s'appelle Prince et qui est très beau, il sortait... j'ai le droit de donner mon avis sur la beauté de son chat. Il sortait sur les toits de Paris et il se demandait bien où il allait. Donc il s'est dit, je vais lui acheter une webcam pour chat. Il a cherché sur internet, il n'a pas trouvé, il l'a créé. Et ça s'appelait la Petcam. Mais sauf que, moi personnellement, j'aurais trop peur de mettre ça au cou de mon chat parce que s'il revient sans, ça te fait quand même un peu chier de l'avoir acheté pour rien. Ce qui est vachement plus intéressant, c'est la surveillance à domicile. Qu'est-ce que fait ton chat ou qu'est-ce que fait ton chien quand t'es pas là ? Il y a des millions de caméras, ou disons des dizaines, qui permettent de le voir. Donc, il y a Motorola qui s'y met pas mal, il y a Animal, il y a plein d'autres marques. Tu poses ta caméra soit sur une table, soit au mur. C'est orientable à distance depuis le web, depuis une application pour ton portable. Comme ça, tu peux regarder où il est dans la pièce, tu lui parles via le micro, et encore, ça, c'est la base. Donc ça, c'est la version basique de chez Motorola, ça ressemble à ça. Change la litière ou Il a remarqué que le chien a aboyé, donc il t'envoie une alerte sur ton téléphone. Et du coup, tu peux lui dire, tu touches pas à la cuisine. Et tu te rends compte qu'il y a déjà des gens, leur téléphone il vibre quand on les appelle, quand ils reçoivent un SMS, quand ils sont retweetés, quand ils ont une notification, quand ils ont des amis Facebook qui postent machin, et là maintenant, ton chien aboie, ton téléphone vibre. Oui,
C'est bien. Voilà, donc ça c'est la base parce que chez les Américains et chez les Canadiens, ils ont déjà 5 fonctionnalités d'avance. Par exemple, il y a le PetBot, un objet canadien donc, qui a été kickstarté ou sur un autre site peut-être, qui a récolté 72 000 € et qui peut jouer à l'animal une musique déstressante. Tu l'entends aboyer et là tu lui fais « mets la petite musique douce pour calmer le chien ». Ça c'est le PetBot. Voilà, et la meuf qui s'ennuie pendant sa réunion de travail, elle est trop contente de voir son chien au lieu de suivre ce qui est en train de se passer dans sa vie professionnelle. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a même une croquette qui est tombée de la caméra de surveillance. Par exemple, il y a un autre caméra qui s'appelle PetChat et qui ajoute un écran vidéo pour que non seulement toi tu vois le chien, mais le chien voit aussi ta tête à la maison et que ça le rassure. Il y a Kitio. Kitio, j'aime bien dire que c'est le R2D2 des caméras parce qu'il fait des bips pour attirer ton chien ou ton chat. Il accourt, tu le vois accourir en direct sur ton smartphone. Là, tu appuies sur un bouton pour lui lancer une croquette et tu peux aussi directement jouer au rayon laser avec lui en dirigeant le rayon laser sur l'écran avec ton doigt et ça envoie le rayon laser en direct et tu le vois jouer. On est quand même... En temps réel, monsieur. Est-ce qu'on n'est pas rendu là au stade ultime de la société de consommation? Oui. D'accord, c'est ça. Mais Non, c'est tout. C'est bon. Non, mais... Ouais, oui. C'est une question qui me venait comme ça. Et alors, le plus, c'est le PetCube qui, donc, lui, a aussi levé des 1000 et des cents sur Kickstarter et qui permet, alors, la même chose, hein, qui filme, il y a un flux vidéo que tu peux suivre toi, mais tu peux aussi partager le flux vidéo de ton animal avec d'autres gens, par exemple, à tes amis, en disant, regarde ce qu'il est en train de faire, mon chat, en direct, et tu lui envoies le lien via Twitter. Ah ouais. Tu partages ce que fait ton animal chez toi et tu laisses les autres jouer avec le rayon laser et jouer avec ton chat. Et ils ont eu une super idée marketing qui est de dire ça peut être génial pour les refuges pour animaux. Comme ça, tu peux jouer avec les animaux à adopter et une fois que tu as craqué sur l'animal, bah, tu vas chez eux et tu l'adoptes parce que tu as déjà interagi avec lui en direct sans te bouger. Donc ça, c'est le PetCube. These cats totally know the laser pointer is here. They know what is going on. And they are going to follow it. Come on, cat. Cat, are you gonna... Yes. Et on a l'impression qu'il l'a vu. Il se met en position de chasse. Watching it. Yes. Et il attrape le rayon laser. Je ne sais pas si ça marche. Je rappelle juste que tu as fait 4 catégories, je l'attendais encore à la première. Oui, mais c'était la plus intéressante. Après, je vais vite. La deuxième catégorie, c'est les colliers GPS. Bon, ça, on comprend le système. Il y a une puce GPS, tu lui mets sur un collier, et comme ça, tu sais toujours où est ton animal. Alors, tu as la fonction enclos virtuel. Par exemple, tu définis que ta maison plus ton jardin, c'est la zone d'où il peut pas sortir. Et si la barrière virtuelle avec des petits capteurs détecte que l'animal est sorti de la zone, eh ben, ça t'envoie une notification, ton chien vient de s'enfuir, t'as plus qu'à lui courir après. Une fois que tu lui cours après, t'as ton smartphone en main, et t'as soit une boussole qui te dit il est parti dans telle ou telle direction, soit carrément de la réalité augmentée où tu vois ton chien s'incruster dans le paysage qui est filmé sur ton écran par la caméra du téléphone. Voilà, donc j'ai aussi une vidéo de démonstration de ça. Ça c'est Kippy, le collier. Allows you to keep track of your pet by creating virtual fences, geofence, and by notifying you when your pet crosses the border of the defined area. When you cannot find your pet, you have 2 possibilities. In fast tracking mode, Kippy keeps you updated every few seconds on the current position of your pet. Or, in proximity mode, you will receive dynamic directions on how to find your pet. Alors il y en a plein. C'est soit 3G, soit Bluetooth, quoi. Enfin bon, bref. Ouais. Il y en a plein. Il s'appelle Tractive, Geodog, Wekiki, Geonimo, Kippy, etc. C'est cher, ça se compte en centaines d'euros. Et en plus, il y a toujours un abonnement annuel de 30-50 euros pour les services GPS, les données 3G et compagnie. Il n'y en a pas encore pour chat, mais c'est en cours de... ça va venir. Par exemple, il y a la marque Winect qui au départ fait des GPS pour enfants, oui, pour suivre tes enfants, seront les premiers à faire un GPS pour chat qui pèse que 25 grammes, et ensuite il y aura aussi celui d'Animal et compagnie. Et il y en a un qu'on attend beaucoup, c'est celui de Octopepper. Octopepper, c'est une boîte qui est à Bordeaux, et qui a fait le réseau social Yumi Pets, dont j'avais fait un article dessus, j'avais testé, j'avais inscrit mon chat sur Yumi Pets, c'est un réseau social pour animaux, il y a 500 000 membres aujourd'hui. Il est indexé dans quoi? Sûrement, hein. J'ai loupé ça. C'est pas violent, hein.
Et Yumi Pets, l'avantage c'est comme c'est un réseau social, si eux ils font un collier GPS pour chien, ça permettra quand tu balades ton chien que ça te fasse un petit bip bip si tu rencontres quelqu'un d'autre qui est sur Yumi Pets au cours de la balade. Et comme ça après ça va devenir un site de rencontre en fait. Puisque tu vas rencontrer les gens dans la vraie vie. Enfin je sais pas si t'as compris. Donc on attend ça avec impatience. Ensuite, la catégorie de la santé. Alors on a pour les humains des tas de bracelets connectés qui enregistrent des tas de données, et ben pour les animaux aussi. Alors je commence tout de suite par mon projet préféré, ça s'appelle la Catfi Pro, et c'est inventé par un monsieur taïwanais qui s'appelle Mu Chi-song, et voilà ce qui lui est arrivé, il avait un chat, il s'est rendu compte trop tard qu'il avait une pancréatite quand c'était déjà super grave, et le chat a failli y passer, mais rassurez-vous, il va bien. Et il s'en était pas rendu compte, en fait, normalement un chat qui a une pancréatite, ça maigrit vachement, ça perd du poids, ça mange plus beaucoup, mais lui il avait pas vu ça parce qu'il a 2 chats, et que l'autre finit toujours les gamelles. Donc il avait vu les gamelles vides, il s'est pas rendu compte, il s'est dit il faut faire quelque chose pour se rendre compte vraiment de ce qu'a mangé ton chat, surtout quand on a plusieurs. Et donc il a créé cette gamelle qui en fait a une reconnaissance faciale, c'est la première reconnaissance faciale pour chat dans le monde, qui reconnaît si c'est Momo ou Mimi qui se présente devant la gamelle et qui du coup l'autorise ou pas à manger. Enfin non, il l'autorise. Bref, quand il reconnaît que c'est le chat, en fait, il verse la quantité de croquettes à laquelle il a le droit. Tu peux programmer des quantités différentes. Et après, il te dit, tel chat a mangé tel gramme de croquettes, et tu as les courbes, et du coup, tu peux savoir exactement qui a fait quoi. Ce qui est quand même un truc de dingue. Ça ressemble à ça. By using cutting-edge cat facial recognition technology, Bistro always knows exactly which cat is feeding. With the powerful Bistro app, you can easily check your kitty's diet history. 220 000 € sur Indiegogo, mais c'est pas encore sorti, hein, ils ont l'air de galérer un peu. Plus modeste, un autre ça, c'est projet. Les promesses des sites de crowdfunding. Moi, je peux en parler parce que je crois tout ce que me disent les sites de crowdfunding. Je pense que je dois détenir un record du nombre de projets cancelled auxquels j'ai participé. C'est-à-dire que moi, dès que je finance un truc, il est cancel parce que c'était une arnaque, parce que c'était un truc comme ça. C'est ta faute. Non. Sinon, il y a aussi le bac à litière que tu poses sur une balance connectée. Du coup, il sait si ton chat est allé plusieurs fois aux toilettes, s'il n'est pas assez allé aux toilettes, il t'envoie une notification. Il sait d'après le poids des selles qu'il a fait et tout ça, si sa santé va bien, etc. Et puis, il y a des tas et des tas de colliers connectés pour chiens qui mesurent le rythme cardiaque, la distance parcourue, les calories brûlées, le rythme respiratoire et la qualité du sommeil, exactement comme pour les humains. Dernière catégorie, éducation. Au départ, l'éducation, c'était que pour les chiens de chasse, pour les rappeler à l'ordre, mais maintenant, on fait ça aussi pour les chiens domestiques. Donc, c'est un collier qui peut être plus ou moins méchant. La version méchante, en fait, s'il aboie trop, elle envoie une décharge électrique. Ça vient... Et là aussi, ça vient des trucs pour enfants, non? C'est ça? Oui. On appelle ça une simulation électrostatique, donc le chien se fait buter et il arrête d'aboyer. Ça c'est pour les chiens qui aboient trop. Il y a la version gentille qui lui envoie juste un spray à la figure qui est aromatisé à la citronnelle. C'est censé l'embêter, mais apparemment ça marche pas. Il y a ceux dans lesquels tu peux enregistrer ta voix comme Iki Voice, tu enregistres chut, stop ou ta gueule à ta préférence et ça va le diffuser quand il aboie trop. Ou il y a ceux qui vibrent aussi, donc tu as vraiment toutes les catégories que tu veux. Mais il n'y avait rien pour les chats. Or, les chats peuvent aussi être embêtants. Voilà. Comme me l'a raconté le monsieur de chez Animal qui disait, il y a plein de gens qui venaient me voir en disant, mais mon chat me réveille la nuit, il miaule toute la nuit, j'en peux plus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir fou, je vais abandonner mon chat. Mon Dieu, n'abandonnez pas votre chat parce qu'il miaule la nuit. Donc ils ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire et ils ont sorti une sorte de lampe torche qui s'appelle le Miaou Control. Le titre est génial. Et c'est une lampe qui non seulement lui envoie un flash clignotant à la figure, mais en plus diffuse un ultrason spécialement étudié pour que ça l'embête le plus possible. Et normalement, le chat est extrêmement vexé que tu lui envoies ça dessus et il se tait. Moi, je trouvais que c'était un petit peu de la torture pour animaux, mais il me l'a fait tester. Et j'avoue que quand mon chat m'a réveillée à 4 h du matin en se mettant debout contre le mur et en faisant avec ses griffes, je lui ai envoyé le flash et ça marche plutôt pas mal. Donc il y a... Enfin voilà. J'ai les Russes de Yandex qui ont un truc que vous avez loupé. Ouais. Ils nous ont dit la dernière fois, là, ils arrivent maintenant à reconnaître ce que dit le chien et donc ils vous donnent les résultats de ce que dit votre chien. Un traducteur de chien? Un traducteur de chien, voilà. Alors bon, nous, ça nous a fait beaucoup rire parce qu'on leur a demandé c'était dans quelle langue, parce qu'à la fin ensuite il faudra un traducteur de russe, mais le truc avait l'air... ils avaient l'air assez contents de leur truc. C'est le marché? Voilà.
Ah, il faut que je me penche là-dessus, les traducteurs d'animaux, tiens. Ouais, Ça sera la 5e catégorie pour un autre jour. Et du coup, on finit avec des poils. Tiens, donc, on enchaîne là pour le coup. C'est des animaux qui se secouent. C'est une vidéo de Carly Davidson, un vidéaste qui a fait un livre avec des photos d'animaux qui se secouent, si vous avez suivi. En slow-mo. En slow-mo, bah oui. Il touche son œil. La vidéo et le livre s'appellent tous les deux Shake Cats, il me semble. Son nom l'indique. Les chats qui se secouent. C'est ça. C'est 4. Voilà. Et ben, merci tout le monde. Et à la semaine Merci prochaine. Eric Landry. Merci à vous. Prends. Salut. Ciao. Au revoir.